Pendant des années, les catcheurs de la WWE avaient une grande crainte. Être convoqués au tribunal de l'Undertaker, cette légende du divertissement sportif qui a été le leader du vestiaire et qui était respecté de tous. Qu'elles en soient ressorties traumatisées ou dans un fou rire général, les personnes qui ont dû s'y défendre n'oublieraient certainement pas leur expérience dans ce lieu mythique. C'est un plaisir de vous retrouver sur Johnny Catch pour vous présenter l'épisode final de cette série sur le tribunal de l'Undertaker, cette institution controversée mais riche en grandes leçons de vie. Dans l'épisode précédent, que je vous recommande vivement, on avait vu comment le tribunal des catcheurs avait été créé et on avait pu découvrir tout son fonctionnement, comment l'Undertaker s'est retrouvé dans le rôle de juge et un tas d'histoires plus incroyables les unes que les autres sur ce lieu légendaire. Dans cet épisode final, vous apprendrez entre autres comment Chris Jericho a réussi à maîtriser Goldberg dans une bagarre. Comment le jeune Palmer Cannon a tellement été traumatisé par une expérience qu'il a quitté la WWE. Et comment l'ancienne diva Sunny a été sanctionnée pour son infidélité envers Chris Candido. Mais aussi la boulette que Mick Foley et Al Snow ont faite avec Hardcore Holly, le bizutage très sulfureux que l'équipe des Dicks a dû vivre, et même la punition hilarante que la légende de l'ECW Raven a subie. Et vous ne devinerez jamais comment Edge et Christian se sont défendus le jour où ils y ont été convoqués. Vous êtes bien sur Johnny Catch, le tribunal de l'Undertaker, épisode 2, c'est parti! Dans les vestiaires, l'Undertaker a toujours veillé à un élément capital pour la bonne santé de la WWE et son environnement de travail. Chaque catcheur devait être agréable pour ses collègues et ne pas avoir un comportement insupportable. C'est quelque chose dont la diva Melina a bien pu se rendre compte, et le mot diva est clairement approprié pour elle, vu ce que ses collègues pensaient d'elle. A priori, il n'y a pas grand monde qui a travaillé avec Melina qui ait quelque chose de gentil à dire sur l'ancienne championne féminine. Dans ses années à la WWE, elle s'est embrouillée avec Candice Michelle, Mickie James, Maria, Lita et même Trish Stratus. Les raisons pour lesquelles Melina a été convoquée au tribunal des catcheurs n'ont jamais vraiment été claires. Mais il semblerait que les vétérans de l'entreprise avaient surtout décidé de l'organiser pour faire redescendre Melina et lui apprendre à être plus agréable pour ses collègues. Tous les catcheurs ont été convoqués à 3h du matin dans une salle de l'hôtel où ils dormaient en Europe pour assister à son audience. Et pour l'anecdote, certains prenaient des paris sur le temps qu'il faudrait à Melina pour pleurer compte tenu de la violence verbale qu'elle recevait. Ce jour-là, Melina s'est faite recadrer. Elle s'était même disputée avec la catcheuse Charmel. Et pour l'anecdote, elle a aussi été convoquée au tribunal des catcheurs une autre fois parce que Chris Benoit l'accusait de lui avoir fait des avances alors qu'il s'entraînait à la salle de sport. Ce qui n'était a priori pas bien vu du tout à l'époque. Dans le cas de Matt Striker, celui qui a été le manager de Big Daddy V notamment, c'était un cas de figure similaire, même si le dénouement a été bien différent. Striker a raconté qu'il avait le défaut de toujours donner une mauvaise première impression aux personnes qu'il rencontrait. Il a dit que c'est parce que cela le rend nerveux et qu'il a tendance à trop parler quand il est nerveux, ce qui le rend rapidement insupportable. Quelque chose qui était déjà un motif suffisant pour le conduire tout droit au tribunal de l'Undertaker. Mais quand Striker est passé de Monday Night Raw à SmackDown et qu'il a eu le malheur de dire aux commentaires que c'était comme passer de l'université au lycée, les membres du show bleu ont trouvé qu'il leur avait manqué de respect. Pourtant, Striker a révélé qu'il voulait simplement dire que SmackDown était plus relax et fun que Raw. Le fait est que son collègue Shane Helms lui avait conseillé de payer leurs alcools préférés à chaque vétéran du tribunal, dont de la bière pour JBL. Mais quand ce dernier n'a pas reçu ce cadeau de la part de Striker, il l'a convoqué immédiatement dans le hall de l'hôtel où ils étaient. JBL, qui était ivre, a menacé d'emmener Striker dehors et de le ratatiner, mais a été surpris lorsque Striker a accepté, ce qui a mis fin à cette affaire. Striker s'est affirmé et ne s'est pas couché devant un vétéran, ce qui a donc été respecté apparemment. Au moment où la WWE a fait venir plusieurs catcheurs de l'ECW, Raven, lui qui avait eu beaucoup de succès, en faisait partie. Certains ont pu se demander pourquoi il n'avait pas davantage réussi dans la fédération de Stamford. Et une explication pourrait justement être le fait qu'il n'était pas vraiment le catcheur le plus agréable pour ses collègues. Selon son ancien collègue Tommy Dreamer, Raven était quelqu'un de très extraverti, qui n'hésitait pas à dire ce qu'il pensait, et cela ne plaisait pas aux vétérans du vestiaire. Alors, le tribunal de l'Undertaker l'a puni pour son attitude, et sa sanction était pour le moins originale et radicale. On lui a interdit de parler dans les vestiaires pendant 2 mois. Le seul moment où Raven était autorisé à parler, c'est quand il devait préparer ses matchs avec ses adversaires.
En tout cas, on imagine que cette punition a malgré tout dû apprendre à Raven à être plus agréable avec ses collègues. Et une autre histoire qui montre que le fait de bien traiter les autres était une valeur essentielle aux yeux de l'Undertaker et de ses camarades, c'est celle de la diva Sunny, qui s'est attiré bien des ennuis entre-temps. Dans les années 90, elle a même été une des premières à être convoquée au tribunal des catcheurs. Ses collègues n'aimaient pas la façon dont Sunny traitait Chris Candido, son petit ami, en sachant qu'elle l'a par exemple trompé avec Shawn Michaels à cette époque. Alors, on l'a puni en lui versant un seau rempli de saleté en tout genre en plein show. Apparemment, plus tôt dans la journée, ils ont laissé le seau dans le vestiaire et personne ne devait s'en rapprocher. On imagine facilement qu'il y avait probablement des excréments à l'intérieur. En tout cas, vu ce que Sunny a pu faire par la suite, cet incident très sale ne lui a pas servi de leçon. Une mission de ce tribunal des catcheurs est donc de veiller à la bonne ambiance générale du vestiaire et de résoudre les conflits éventuels qu'il peut y avoir entre différentes superstars. Et c'est ce qui est arrivé dans le cas de Goldberg, l'homme qui est resté invaincu 173 matchs d'affilée à l'époque de la WCW, et Chris Jericho. Le conflit entre les deux hommes remonte justement à l'époque où ils étaient à la WCW, lorsque Jericho essayait d'avoir une rivalité contre Goldberg, mais ce dernier accepterait uniquement de la faire s'il démolissait Y2J en quelques minutes. Chris n'était pas d'accord et allait ensuite à la WWE pour devenir l'une des plus grandes stars de la promotion. Après que Goldberg soit lui aussi venu dans la fédération, leur conflit a continué. Pendant que Jericho était en train d'avoir un match, Goldberg parlait en coulisses avec Kevin Nash de Y2J justement, et pas d'une manière très positive, ce que Jericho n'a pas très bien pris. Une fois qu'il est rentré en coulisses, les deux se sont bagarrés, et en réponse à Goldberg qu'il avait attrapé à la gorge, Jericho a réussi à le maîtriser en lui faisant une sorte d'étranglement qu'il avait appris à faire à l'époque où il travaillait comme vigile. Goldberg a voulu se venger en faisant aller Jericho au tribunal des catcheurs, mais il n'a pas obtenu le verdict qu'il espérait. Il a été décidé que Goldberg avait manqué de respect envers Jericho, et en guise de punition, il devait non seulement s'excuser auprès de Y2J, mais devait aussi admettre devant toutes les personnes présentes que Chris Jericho était un meilleur catcheur que lui. On peut penser qu'après cet incident, Goldberg s'est probablement mis à mieux traiter son collègue. Si vous souhaitez découvrir plein d'autres anecdotes, des plus surréalistes aux plus sordides, sur ce tribunal de l'Undertaker, et découvrir d'autres choses sur ce personnage incroyable, alors je ne peux que vous recommander vivement de rester jusqu'au bout de cette vidéo. Vous n'allez pas le regretter. Une grande leçon derrière plusieurs histoires sorties du tribunal des catcheurs, c'est l'idée de ne surtout pas faire honte au business du catch, de ne pas ridiculiser cette industrie pour laquelle beaucoup de personnes ont sacrifié leur santé. Il suffit de se rappeler qu'à une époque, les catcheurs qui avaient le malheur de perdre une bagarre dans un bar étaient directement virés de la compagnie où ils travaillaient, pour comprendre qu'il ne vaut mieux pas que les superstars passent pour des êtres humains ordinaires aux yeux du grand public. Et les divas de la WWE ont bien pu apprendre cette leçon en 2004 à l'occasion du pay-per-view SummerSlam. Ce jour-là, les divas de la WWE affrontaient une équipe constituée des participantes au concours du Diva Search, qui n'étaient donc pas censées être à leur niveau en tant qu'athlètes, dans un match de dodgeball, un sport qui ressemble beaucoup à la balle aux prisonniers. Mais toute la nuance à prendre en compte dans ce match, c'est qu'il n'était pas scripté, et le vainqueur n'était pas déterminé à l'avance, comme c'est habituellement le cas dans le divertissement sportif. Et les participantes au Diva Search ont battu les divas de la WWE pour de vrai donc. Après cette défaite, toute la division féminine a été convoquée au tribunal des catcheurs par l'acteur X du catch, Val Venis, qui trouvait qu'elles avaient fait paraître la division faible en perdant. Pour les défendre, les femmes ont fait appel à l'ancienne championne féminine Ivory pour essayer de les sortir de cette situation délicate. Ivory a essayé de les défendre en disant que ce n'était pas du tout un vrai match, que les divas de la WWE étaient censées perdre pour mettre en avant la nouvelle génération. Ce jour-là, Triple H remplaçait exceptionnellement l'Undertaker en tant que juge, et il a quand même déclaré les divas coupables. Néanmoins, elles ont échappé à toute punition parce qu'Ivory avait offert un chèque cadeau au Cerebral Assassin pour aller à un hôtel Red Roof Inn. C'est sûr que ce n'était pas bien vu par les vétérans de faire honte au business, et Matt Hardy, le frère de Jeff, en a lui aussi fait l'expérience. Un jour, dans une soirée, Matt était avec la catcheuse Eve Torres, qui a démarré en tant qu'intervieweuse au départ. Après avoir trop bu tous les deux, ils se sont mis à se battre pour rigoler, mais Eve, qui était en plus ceinture violette en jiu-jitsu brésilien, a réussi un étranglement sur Matt, après lequel il s'est mis à ronfler par le trident de Poséidon. Aux yeux de ses collègues, c'était la honte. Il s'était fait soumettre par une intervieweuse, et en plus, il avait été ivre en public. Clairement, il avait donné une image embarrassante des catcheurs, et cela lui a valu de se faire remonter les bretelles par l'Undertaker. L'annonceur légendaire Howard Finkel a lui aussi vécu une situation similaire, mais celle-ci est quand même bien moins légère.
Un spot était prévu dans lequel Finkel devait prendre une gifle de l'une des divas. Malgré le fait qu'il savait que cela arrivait, Finkel a botché le spot comme on dit. Il avait été complètement raté. Une explication derrière cet échec était tout simplement que l'annonceur n'était pas du tout habitué à être impliqué dans ce genre de moment. Vu que la scène avait été ridicule aux yeux de ses collègues, Finkel a été emmené au tribunal des catcheurs, où il a été maltraité et humilié. L'incident s'est produit suite à l'achat de la WCW et à l'afflux de talents de cette entreprise. Apparemment, derrière cette humiliation de Finkel, l'idée était donc d'envoyer un message à ceux qui arrivaient de la WCW. Sa punition a été de se prendre une nouvelle gifle d'une diva, mais là aussi, le segment avait été botché. Ce jour-là, au tribunal, le Fink avait tellement été humilié qu'il était au bord des larmes, ce qui avait mis les anciens de la WCW très mal à l'aise. C'est sûr qu'en apprenant cela, on comprend que sous la direction de l'Undertaker, le vestiaire de la WWE était un lieu où il fallait être solide psychologiquement et fort, comme on va s'en rendre compte avec la prochaine leçon. Mais avant de découvrir d'autres anecdotes plus surprenantes les unes que les autres, j'aimerais vous demander de mettre un petit like si vous passez un bon moment. C'est pas grand chose pour vous, mais croyez-moi, ça m'aide beaucoup. Et si en plus vous vous abonnez, je reposerai en paix. S'il y a bien une leçon qui semble essentielle aux yeux de l'Undertaker et de ses camarades, qui sont des hommes old school qui ont été éduqués à la dure, y compris au sein même du business du catch, c'est qu'un catcheur doit être un homme qui se fait respecter, qui ne se laisse pas marcher dessus et qui doit obtenir la validation des anciens en quelque sorte, avant de vraiment pouvoir réussir quoi que ce soit dans la compagnie. Et en fin de compte, bien que cela ait pu prendre des formes extrêmes comme on va le voir, c'était aussi une manière de s'assurer que la nouvelle génération qui allait prendre le relais du Phenom et de ses amis soit digne d'eux et incarne les valeurs qui ont été transmises de génération en génération avant eux. Et dans le cas de Palmer Cannon, c'est une leçon qu'il a apprise d'une façon pour le moins discutable et qui lui a surtout donné envie de quitter la WWE. Cannon incarnait une figure d'autorité à SmackDown et son personnage était plutôt intéressant puisqu'il représentait en quelque sorte un des exécutifs de la chaîne qui diffusait le show bleu. Malheureusement, Cannon a quitté la fédération en affirmant qu'il avait été victime d'intimidation par JBL et Chris Benoit. Il a déclaré qu'il avait été harcelé pendant le tribunal des catcheurs. JBL est bien connu pour être le procureur dans ce tribunal et apparemment, avec Cannon, le Texan était allé trop loin. Lors de la tournée en Europe de la WWE en avril 2006, Cannon en a eu sa claque et a décidé de quitter la compagnie alors qu'il n'avait que 30 ans. Selon l'officiel Bruce Pritchard, Cannon n'était pas prêt mentalement et pas assez mature pour faire partie de ce business. Une déclaration qui peut quand même faire réfléchir quand on sait que selon la rumeur, Palmer avait été scotché sous une douche. Et on sait également que JBL avait l'habitude, pour tester en quelque sorte les nouveaux arrivants dans le business, de leur mettre du savon sur les fesses quand ils prenaient une douche. Quoi qu'il en soit, cet incident avait suffisamment marqué Cannon pour quitter l'industrie à jamais. Dans le cas du catcheur Tank Toland, qu'on a connu du côté de SmackDown entre 2005 et 2006 sous le nom de James Dick, il a également appris d'une manière assez traumatisante qu'il ne fallait pas faire honte au catch, et que c'est un business où on attend des catcheurs d'être virils. Tank a raconté que Taker l'a toujours bien traité, et il le décrit comme un homme à l'ancienne qui mettait à l'épreuve les jeunes qui débutaient dans le business pour voir s'ils avaient ce qu'il fallait pour y travailler. S'ils avaient la force testiculaire, comme ils disent à la WWE, pour s'y imposer. À l'époque, Tank formait une équipe avec son partenaire Chad Wicks, avec qui ils avaient une gimmick de stripteaser. Une nuit, Chad était allé danser avec un vrai stripteaser pour s'entraîner pour leur rôle, mais Tank n'avait pas voulu le rejoindre parce que c'est quelque chose qui le mettait mal à l'aise. Chad s'était filmé quand il avait dansé avec ce stripteaser et avait montré la vidéo à son collègue, qui lui a tout de suite dit de ne surtout pas montrer ces images à d'autres. Mais hélas pour eux, cela a fini par arriver aux oreilles de l'Undertaker qui a vu cette vidéo et qui était dépité en la découvrant. Cela leur a valu une convocation au tribunal. Dans un premier temps, les vétérans ont reproché à Tank de ne pas tout donner pour progresser dans son personnage, contrairement à son collègue. Mais quand Tank a dit qu'il n'avait pas voulu le faire parce que cela lui semblait homosexuel, ce qu'il n'était pas, les vétérans ont pris à partie Chad en lui disant d'admettre qu'il était gay. Au bout d'un moment, Chad s'est même mis à pleurer alors qu'il leur jurait qu'il n'était pas homosexuel. Ce qui les a encore plus énervés, car pour eux, le catch est un business dans lequel on ne pleure pas. Ce jour-là, les vétérans ont forcé Chad à faire des exercices de sport devant eux, et selon Tank, l'Undertaker encourageait le bizutage, étant donné que c'est ce que Taker lui-même a vécu pour entrer dans ce business. Et on sait également que le bizutage est très courant dans d'autres sports, dans des fraternités également. C'est clair que c'est un incident que Tank et Chad n'ont pas apprécié.
C'est également à noter qu'une autre règle d'or dans le vestiaire pendant de nombreuses années était certes d'être viril, mais aussi correct avec les femmes de la WWE. C'est ce que Randy Orton a appris un jour dans un incident avec la catcheuse Dawn Marie. La vipère était encore au début de sa carrière, et un jour, il n'avait pas assez d'argent pour se payer l'hôtel. Alors, Dawn Marie a été gentille et lui a dit qu'il pouvait dormir dans la chaise qu'il y avait dans sa chambre d'hôtel. Même si elle se demandait si ce n'était pas une technique du Legend Killer pour pouvoir venir dans sa chambre. En tout cas, Marie lui avait dit que s'il s'approchait d'elle à un moment dans la nuit, elle le tuerait. Ils ont fait ce système plusieurs fois, ce qui tombait bien pour Randy, qui était apparemment dans une période compliquée financièrement. Mais quand quelqu'un a vu Orton sortir de la chambre de Marie, cela lui a coûté son passeport pour le tribunal des catcheurs, car au début des années 2000 donc, les relations entre catcheurs et catcheuses n'étaient apparemment pas autorisées. Une règle qui laisse quand même perplexe puisque des relations catchesques, si on peut les appeler comme cela, ont bel et bien eu lieu à cette époque. Dans le catch, un autre enseignement qu'on peut tirer des histoires sur le tribunal de l'Undertaker, c'est qu'il ne faut pas faire de bêtises. Que les catcheurs aient été distraits ou maladroits, il valait mieux éviter la moindre erreur. Et celle que Mick Foley et Al Snow ont faite avec Hardcore Holly, un vétéran qui était réputé pour son côté dur à cuire et qui était un des anciens avec l'Undertaker, est particulièrement drôle. Mick Foley, qui avait lui aussi la réputation d'être radin, tout comme Teddy Long, et son collègue Al Snow ont essayé de convaincre Holly un jour de faire du covoiturage pour un trajet qu'il devait faire jusqu'à Houston, ce qui leur permettrait de faire des économies. Et ils en profiteraient pour s'arrêter à une fête foraine sur la route. Holly a finalement accepté de laisser sa voiture de location à l'aéroport pour que Foley puisse venir le chercher et qu'ils puissent continuer le reste du trajet ensemble. Sauf qu'il y a eu un imbroglio. Foley pensait qu'il se retrouverait à la fête foraine, pas à l'aéroport. Alors, pendant que Foley et Snow s'amusaient à la fête foraine, Holly est resté bloqué plusieurs heures à les attendre et il a dû finir par louer sa voiture à nouveau pour aller à Houston tout seul. Vu qu'il était nouveau dans l'entreprise, Al Snow était terrifié à l'idée d'être emmené au tribunal des catcheurs. Il a donc convaincu Foley de s'arranger avec Holly en payant le coût de la location d'une voiture ainsi que de 2 jours complets de frais de déplacement. Foley a insisté sur le fait que c'était un malentendu, car il pensait qu'ils iraient d'abord à la fête foraine. Hardcore Holly a dit que cela n'avait guère de sens, car il aurait alors dû garder la voiture de location plus longtemps. Al Snow, qui voulait vraiment pas se retrouver dans le tribunal de l'Undertaker, a réussi à convaincre Mick de donner $500 à Holly. Et on peut imaginer dans quel état cela l'a mis, vu comme il était radin. Un autre type de bêtise qu'il valait mieux éviter, c'est d'avoir des aventures avec la mauvaise femme. Et c'est quelque chose que JTJ, qui était un membre de l'équipe Crime Time, a pu apprendre. Il traînait au bar de l'hôtel lors d'une tournée européenne, quand avec son collègue, ils ont remarqué qu'une femme lui faisait de l'œil de l'autre côté du bar. JTJ a essayé d'éviter tout problème en retournant dans sa chambre d'hôtel, mais il a reçu un appel téléphonique d'un autre catcheur lui disant que cette demoiselle était en route pour sa chambre. Les deux ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais peu de temps après, JTJ a reçu un appel d'un de ses amis proches lui disant qu'il venait de coucher avec la groupie préférée de cet ami justement, bien qu'on ne sache pas de quel catcheur il s'agissait. Après des tensions entre les deux pendant un certain temps, un tribunal des catcheurs a été organisé par rapport à cet incident, et JTJ stressait beaucoup parce qu'on lui promettait qu'il allait prendre très cher. Par chance, l'événement n'a cependant jamais eu lieu, parce que le tribunal était prévu le même jour que la tragédie de Chris Benoit, et il n'a jamais été reprogrammé. On peut dire que ce jour-là, JTJ l'a échappé belle. Enfin, une dernière leçon, avec ce qui est probablement l'histoire la plus drôle du tribunal des catcheurs, c'est de ne pas prendre les autres pour des perdreaux. Il est déconseillé de prendre ses collègues catcheurs pour des imbéciles. Et cette leçon nous permet de parler du cas des Canadiens Edge et Christian avec le scénariste Brian Gewirtz. Ce dernier a raconté qu'un jour, en avril 2001, ils ont été convoqués au tribunal des catcheurs après que quelqu'un les vu recevoir une figurine d'action en cadeau d'Edge. Cet échange, combiné à une rumeur selon laquelle Edge et Christian avaient dîné chez les parents de Gewirtz, a conduit à des spéculations selon lesquelles les Canadiens s'étaient liés d'amitié avec un scénariste important afin de recevoir une meilleure place à la télévision. Et il faut savoir que c'était interdit d'offrir le moindre cadeau à des officiels chez les catcheurs. Ce qui est amusant, c'est qu'en réalité, Edge ne cherchait pas à corrompre Brian Gewirtz. Il avait simplement une figurine a priori rare du super-héros Flash. La Rated R Superstar avait remarqué que le scénariste portait des t-shirts de Flash, ce qui lui a fait comprendre que c'était un fan de ce super-héros, alors que Edge préférait Thor ou Daredevil de son côté. Alors, il lui a offert cette figurine, mais sans arrière-pensée. Quant à la rumeur selon laquelle ils étaient allés dîner chez les parents du scénariste, c'était totalement faux.
Par chance, le champion olympique Kurt Angle avait appris que ses collègues y allaient être convoqués, et il a pu les prévenir discrètement. Cela leur a permis de préparer le coup, et l'idée qu'ils ont eue était géniale. Ils sont allés au tribunal avec un livre pour donner l'impression qu'ils étaient les prochaines superstars à gagner le prestige d'avoir un livre sur eux. Sauf qu'ils ont eu le temps d'y mettre une couverture spéciale, où on les voyait en photo avec le titre suivant. How to Kiss, Politic and Influence People. À savoir, comment lécher les fesses, faire du lobbying et influencer des personnes. Avec cette idée créative, ils ont donc admis avoir fait du lobbying et du léchage de fesses. Et ils ont également apporté une bouteille de Jack Daniels pour l'Undertaker. C'est quelque chose qui a tellement fait rire tous les catcheurs présents qu'ils ont immédiatement été pardonnés. Et d'ailleurs, c'est une anecdote qui montre bien que lorsqu'on abordait l'épreuve du tribunal de l'Undertaker avec honnêteté, humour et ouverture d'esprit, tout pouvait très bien se passer. Ils ont simplement dû payer de la bière pour JBL et Ron Simmons et de la protéine en poudre pour Hardcore Holly en guise de punition. Ce dernier pleurait apparemment de rire, et Triple H avait dit aux Canadiens que c'était la meilleure défense qu'il avait vue de toute sa vie. Quant à Gay Wirtz, sa punition était d'écrire un essai sur son amour pour le catch, ce qui était probablement la punition la plus clémente de l'histoire de ce tribunal. Une autre fois où un catcheur, et en l'occurrence le Godfather, grand ami de l'Undertaker, ne s'est pas laissé prendre pour un perdreau, c'est dans une anecdote qui concerne son collègue D'Lo Brown et lui. Le Godfather a raconté qu'un jour, ils étaient dans sa ville natale de Chicago. Il avait l'habitude de toujours fumer du cannabis, mais ne voyageait jamais avec, parce qu'il ne voulait pas mettre la WWE dans l'embarras. C'est toujours une fois qu'il était dans la ville du show qu'il se le procurait. Et ce jour-là, D'Lo Brown lui avait dit qu'il s'en occupait pour lui, qu'il avait des collègues à Chicago qui allaient lui donner le meilleur cannabis du marché. Ils sont arrivés sur place après avoir voyagé, il était 10h du soir et il était temps pour le Godfather de se détendre. Mais quand D'Lo Brown est venu avec ce qui ressemblait à des mauvaises herbes, alors qu'il était censé lui donner un cannabis de qualité supérieure, le Godfather lui a demandé si c'était une blague. Heureusement, D'Lo Brown a été honnête et lui a avoué que son fournisseur lui avait posé un lapin. Le Godfather a alors dit qu'il allait aller au tribunal des catcheurs en guise de punition, mais avant d'en arriver là, ils ont fini par trouver un arrangement, parce que D'Lo Brown savait que si cela avait eu lieu, l'Undertaker allait le tataner. Et enfin, une dernière anecdote dans ce même registre concerne Dustin Rhodes, le fils de l'American Dream Dusty Rhodes, JBL et Ron Simmons. À l'époque où la WWE perdait la guerre des audiences contre la WCW et où les arènes ne se remplissaient pas, ils étaient dans un bar, et ils ne roulaient clairement pas sur l'or financièrement. Au moment de prendre les shots de whisky que JBL et Simmons avaient payés de leur poche, Dustin Rhodes a jeté le sien par-dessus son épaule parce qu'il ne voulait pas être ivre, alors qu'il aurait simplement pu dire non. Il gaspillait donc du whisky que ses collègues avaient payé dans des temps difficiles. Rhodes s'est fait prendre, et au tribunal des catcheurs, l'Undertaker lui a donné la sanction d'être interdit de sortir dans des clubs ou des bars pendant un certain temps. Selon le Deadman, Dustin Rhodes a appris sa leçon après cet incident, et c'était l'exemple même que le tribunal des catcheurs pouvait déboucher sur des bonnes choses. À coup sûr, le frère de Cody Rhodes n'a plus jamais gaspillé l'argent de JBL et Ron Simmons. Et à l'image de bon nombre de ses collègues, le tribunal de l'Undertaker lui a lui aussi permis de recevoir une leçon de vie. Vince McMahon a envoyé quelqu'un me voir avec 100 $ en pièces de 1 centime pour me payer. Une anecdote hilarante que vous allez découvrir dans ces extraits d'interviews de l'Undertaker que je tiens à vous proposer. C'est vraiment très intéressant parce qu'on y découvre non seulement des anecdotes, mais aussi comment il est devenu le leader du vestiaire, l'échange marquant qu'il a eu avec des officiels de la WCW à l'époque, et qui lui a donné la rage de réussir, et même son regard sur les fameux Spotfest, ces matchs où les spots et les acrobaties se multiplient. L'Undertaker en interview, c'est parti. À la base, j'ai été très honoré d'avoir ce personnage. Et à partir du moment où je me suis dit que ce personnage était à moi, j'ai pris toutes les décisions en fonction, en chemin. Tu ne peux pas être comme ci et comme ça. À l'époque, quand il n'y avait pas encore de téléphone portable, tout était plus facile. Quand on me voyait, c'était juste une version plus moderne de l'Undertaker que ce qu'on voyait à la télévision. J'étais toujours habillé en noir. Je ne parlais jamais beaucoup. Je n'étais pas impoli, mais je me rendais inaccessible. J'ai commencé à réussir dans le catch après 3 ans et demi d'entraînement et d'expérience. À l'époque, quand j'ai commencé à analyser le produit, je me suis dit qu'il n'y avait pas beaucoup de mecs de 2 mètres qui étaient capables de bien bouger. À l'époque, une fois, on était en Australie. On faisait un show non télévisé avec pas mal de spectateurs. Beaucoup de gars étaient fatigués et se sont dit qu'ils allaient le faire pour la forme.
Je regardais chaque match des shows à cette époque, pour apprendre, mais aussi pour voir qui était vraiment impliqué, qui essayait de progresser, avec qui je voulais travailler. Parfois, je regardais aussi si les gars appliquaient ce que j'avais essayé de leur apprendre. Mais dans ce show en Australie, tous les matchs étaient plats. C'était nul. Personne ne faisait le moindre effort. J'ai demandé à Finlay, qui était un des agents qui gérait le show, de ramener tous les catcheurs dans une pièce, parce que je voulais dire quelque chose. J'ai réuni tout le monde, ils étaient tous là à rigoler, et je me suis lâché sur eux. Je leur ai dit qu'on venait de faire un show qui était nul devant tous ces spectateurs. Je leur ai demandé ce qu'ils croyaient que ces gens feraient la prochaine fois. Ils ne viendraient pas au show, ils ne paieraient pas pour voir un spectacle nul. Je n'ai pas essayé de devenir le leader du vestiaire. Ça a juste évolué naturellement vers cela au fil des années. Tout le monde connaît ma relation avec Vince McMahon et à quel point on est proche. À l'époque, dans le catch, il y avait les catcheurs et le bureau. J'étais dans une position où le bureau me faisait confiance et les collègues me faisaient confiance. Avant toute chose, j'étais un des catcheurs. Mais ils savaient aussi que j'allais protéger le business et faire ce qui était bon pour l'industrie. Et je pense qu'ils appréciaient le fait que je pouvais faire les deux. Au fil des années, c'est arrivé qu'il y ait quelques catcheurs que j'ai dû prendre à part, sans avoir besoin de les frapper, et que je leur dise « Hey, tu fais ceci et cela, c'est ton choix, mais tu suscites un peu de colère. » Voici comment je voyais les choses dans ma manière de diriger. Tu peux être un mal alpha, mais tu peux quand même être un gars gentil. Je pense que les collègues appréciaient cela, et que le bureau appréciait le fait d'avoir quelqu'un dans cette sorte de zone grise qui pouvait lier tout ça. Quand j'ai dit que la WWE actuelle était trop soft, je ne dénigrais pas nos talents. Nos talents sont extraordinaires. Ce qu'ils sont physiquement capables de faire, je ne pouvais pas imaginer le faire à l'époque. J'ai beaucoup de respect pour notre roster, mais je viens d'une époque différente. Ce que je voulais dire, c'est que c'était difficile à l'époque. Je me souviens du moment où Triple H est arrivé pour la première fois, et il a été choqué que j'ai du ruban électrique noir sur mes bottes. C'était juste une époque différente. Nous n'avions même pas de médecin sur la route. Si vous aviez un équipement déchiré, soit vous le portiez déchiré, soit vous essayiez de le réparer vous-même. Je suis tellement fier de faire partie de l'évolution de notre entreprise. L'industrie est allée jusqu'ici. C'est un signe du succès et du chemin parcouru. C'est incroyable maintenant tous les protocoles qui sont en place. Nous sommes traités aujourd'hui comme les joueurs de la NFL, les joueurs de la NBA, les gars de la Major League Baseball. Il existe une liste de protocoles que vous devez respecter une fois que vous êtes blessé avant de remonter sur le ring. À l'époque, nous n'avions même pas de médecins qui voyageaient avec nous. De nos jours, nous avons 2 ou 3 entraîneurs qui voyagent, nous avons des médecins qui voyagent, des protocoles en cas de commotion cérébrale. Je dois être honnête. Pour moi, c'était difficile d'accepter ça au début, parce que c'était... Ah mec, tout devient soft maintenant. C'était difficile pour moi d'accepter cela. Mec, notre business devient soft. Ça ne devenait pas soft, cela devenait plus intelligent. Je suis heureux de faire partie de la génération qui a conduit à cela, parce qu'aujourd'hui, vous voyez l'arbitre et il fait le signe du X. Vous savez que quelque chose de grave est arrivé. Vous n'allez pas avoir beaucoup de sang dans le ring. Si quelqu'un a une commotion cérébrale ou est blessé à un certain point, le match s'arrêtera et les athlètes seront traités comme ils doivent l'être. Même avec tout cela, l'usure et les risques de blessure sont insensés. Dans la WWE actuelle, j'aime le côté athlétique. J'imagine que c'est l'ère des jeux vidéo. J'ai beaucoup de commentaires négatifs sur moi pour avoir dit que les mecs jouent trop aux jeux vidéo maintenant et ne prêtent pas assez attention au monde. Mais purement physiquement, ils font des choses que je n'aurais même pas pu imaginer faire. Ils sont tous des jeux vidéo humains. La manière dont ils prennent soin d'eux-mêmes est bien meilleure que celle de ma génération. Il y a bien moins de mauvaises habitudes. Les catcheurs d'aujourd'hui se considèrent comme des athlètes professionnels et se comportent de cette manière-là. L'évolution du côté athlétique est complètement folle pour moi. Des fois, je me dis même, mais comment ils ont pensé à faire ça ? Et c'est une chose d'y penser, mais ça en est une autre d'être capable de le faire. Et c'est cool de voir les opportunités qu'on donne aux filles aujourd'hui qu'on ne leur donnait pas avant. Voir les filles avoir les mêmes opportunités que les mecs. Charlotte Flair est peut-être le meilleur talent de tout le roster aujourd'hui. Je suis devenu le leader du vestiaire à l'époque où la WWE, on se faisait tataner par la WCW. Dans les audiences, on se faisait détruire.
J'ai toujours su qu'on repasserait devant. Je me demandais juste combien de temps ça prendrait. Combien de temps ça prendrait avant qu'il y ait de gros changements. On me demande pourquoi j'ai pas quitté le navire quand j'aurais pu. Tout d'abord, quand j'étais à la WCW au tout début de ma carrière, je renégociais mon contrat à un moment. J'y étais depuis 1 an. Je suis allé rencontrer Jim Herd qui dirigeait la WCW à l'époque, et Jim Cornette. Je cherchais juste une petite augmentation dans mon salaire. J'étais encore jeune. Ils m'ont dit « Non, je crois pas, non. On va te re-signer avec le même contrat que tu avais jusqu'à présent. Jamais quelqu'un paiera pour te voir catcher. Tu es un bon athlète, mais personne va payer pour te regarder catcher. » Ok, ça a fait un peu mal. Vince McMahon m'a donné une opportunité. Il ne m'a pas promis quoi que ce soit, mais il m'a donné une opportunité de réussir dans cette industrie. Je suis devenu le leader vers 1995-1996, je dirais. C'est vers cette époque que c'est devenu un sujet de discussion. Croyez-moi, je me suis beaucoup amusé, mais rien ne passait avant le business. Je m'en fiche de jusqu'à quelle heure vous êtes sortis la veille. Il faut être au maximum au moment où la cloche sonne. On me faisait confiance, j'avais cette connexion avec Vince McMahon. En général, quand un des talents est lié à quelqu'un du bureau, tu es un laquais ou une balance. Moi, on ne m'a jamais dit ça. J'étais capable d'aller parler à Vince et aussi parler à nos talents et donner mon point de vue. Je pense qu'ils appréciaient le fait que je n'opposais pas un camp à l'autre. Quand des catcheurs n'aimaient pas la manière dont ils étaient bookés, quand ils avaient des problèmes, quand ils voulaient savoir comment gérer certaines situations, ils venaient me voir et c'est parti de là. Tout le monde savait que si la personne et moi en avaient une conversation, le souci s'arrêterait. Si quelqu'un faisait quelque chose qu'il n'était pas censé faire, faisait des bêtises, ne payait pas l'addition à un bar, ou peu importe, dès que je le découvrais, il savait que je viendrais les confronter. Il y avait cette confiance. Ce que je disais était ce que je pensais. Je réglais les choses dans le vestiaire avant qu'elles aillent jusqu'au management. Je n'ai jamais eu à aller jusqu'à la confrontation physique. Je me suis jamais présenté comme un tyran. Si je savais que ça pouvait mener à quelque chose d'agressif, j'emmenais la personne à l'écart du groupe. À l'époque, tu savais toujours qu'il allait se passer quelque chose de mauvais quand quelqu'un te demandait si on pouvait aller parler dans la douche. Tu devais aller à la douche en surveillant tes arrières, parce que tu allais peut-être te prendre une droite. Si quelqu'un avait vraiment fait n'importe quoi, je le prenais à part et je lui disais « Écoute mec, là, ça va pas passer, tu peux pas faire ça. » J'emmenais également la personne à part sur des questions sérieuses, et je ne voulais pas embarrasser la personne devant tout le monde. Mais parfois, c'est ce qui marchait. Si je le disais sous forme de blague, si tu me regardais suffisamment, tu comprenais que j'essayais de mettre la lumière sur quelque chose avant qu'on ait à aller discuter sous la douche. Bret Hart était plus un leader silencieux. Il prenait le business très au sérieux. C'est de cette manière-là que lui dirigeait. J'avais besoin d'être conseillé à cette époque, parce que je n'étais pas encore là depuis assez longtemps pour pouvoir dire à un type d'arrêter les bêtises. Bret Hart avait plus de légitimité que moi. J'avais ce grand respect pour ces gars qui étaient là avant moi. Il y a toujours eu dans le business cette espèce de contentieux entre les talents et le management. Par rapport à ma relation avec Vince McMahon, je n'ai jamais oublié cette opportunité qu'il m'a donnée. Il a toujours su que quoi qu'il arrive, il pouvait me faire confiance. Et en interne, Vince ne me l'a jamais fait à l'envers. On a traversé tellement de choses ensemble. J'étais avec lui pendant le procès des stéroïdes dans les années 90. Je me rappelle qu'à cette époque, alors que Vince avait tous ses soucis à gérer, il était un grand fan de l'équipe de NFL des Washington Redskins. Moi, j'étais un supporter des Dallas Cowboys. Malgré tout ce qui se passait, on avait fait un pari quand nos deux équipes s'affrontaient. On avait fait un pari de $100 sur qui allait gagner le match. Comme d'habitude, les cow-boys ont gagné. Et alors qu'il était en plein dans ce grand procès, il a envoyé quelqu'un me voir avec $100 en pièces de 1 centime pour me payer. Avec le monde entier qui lui tombait dessus, même si tout partait complètement en vrille, si tu lui demandais comment se passait sa journée, il te disait « super bien ». Il est comme ça. Moi, je suis un peu plus émotif que lui, mais on se ressemble. Je peux être en pleine souffrance physiquement et quand même avoir cette conversation. On a ces similarités dans nos personnalités. Je me suis toujours considéré comme un raconteur d'histoires. Quand j'étais dans le ring, j'essayais de vous raconter une histoire. Pour moi, dans le catch, le plus important, ce n'est pas les prises. On utilise les prises de catch pour raconter une histoire. Mais de nos jours,
On est dans une sorte de bascule où tout ce qui compte, c'est les prises, et d'être capable de les faire. Mais notre audience devient insensible à force. Ok, ce mec est sur la 3e corde, il fait un double salto arrière sur le mec par terre. Et une fois qu'ils t'ont vu le faire quelques fois, ils se disent « Ok, maintenant, je t'ai vu faire ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas devoir faire maintenant ? Maintenant, tu vas devoir rajouter une autre acrobatie à ton double salto arrière de la 3e corde. Et tu augmentes considérablement le niveau de difficulté. Et tu fais ça dans tous les matchs, mais tu n'es qu'à quelques centimètres de quelque chose de vraiment catastrophique qui arrive. La longévité et la sécurité, c'est le plus important. Beaucoup des catcheurs actuels, pas tous, manquent d'expérience de vie dans laquelle ils peuvent puiser pour nourrir les storylines. Ils ont grandi différemment. Mais pour autant, je suis très fier de l'évolution du business et de la manière dont les athlètes sont traités aujourd'hui. Le catch est traité comme tous les autres grands sports, mais les catcheurs d'aujourd'hui, il leur manque le vécu et l'expérience de vie dans laquelle piocher. Moi, quand j'ai quitté l'école et que j'essayais de réussir dans le catch, tout le monde me disait que j'étais stupide. Je vivais dans ma voiture. Je faisais le vigile dans tous les bars que je pouvais trouver et je me battais contre des mecs juste pour me faire 5 $ pour 1 heure de travail. Alors plus tard, quand j'essayais de raconter une histoire à la télévision, je savais exactement comment c'était de se faire frapper, de se prendre un coup avec un objet. Je sais comment puiser dans mon vécu pour ça. Et je sais pas si la plupart des catcheurs actuels ont ça, et ça impacte leur storytelling. C'est comme ça. Je préfère la manière dont moi j'ai grandi. Et voilà pour ces extraits d'interviews de l'Undertaker. Face à tout ce qu'il a pu déclarer, c'est évidemment facile de l'accuser d'être amer ou d'uniquement voir les mauvais côtés de sa mentalité old school. Mais en regardant de plus près, peut-être que ce que le Deadman a pu dire pose certaines questions sur l'évolution du catch au fil des années. Et c'est ainsi que se termine notre série sur le tribunal de l'Undertaker. Avec toutes ces histoires qu'on a pu apprendre dessus, les choses qui s'y sont passées à travers le temps, des plus amusantes aux plus lourdes, on remarque que c'était clairement un élément important de la vie des superstars de la WWE pendant de nombreuses années. À moins d'avoir suffisamment de succès pour être au-dessus de cela et de ne pas avoir à s'en inquiéter. On se demande aussi si dans l'époque actuelle, les valeurs que ce tribunal de l'Undertaker véhiculait sont toujours présentes parmi les catcheurs. Le fait de devoir faire ses preuves pour mériter de devenir un main eventer, le respect des générations précédentes, l'idée d'être agréable pour ses collègues et de régler les litiges qu'il peut y avoir entre certaines personnes en privé plutôt que de le faire aux yeux de tous. Dans le cas de CM Punk par exemple, lui qui avait vivement critiqué le tribunal des catcheurs, est-ce que la conférence de presse qu'il avait faite à All Elite Wrestling, qui avait semé la zizanie en coulisses, serait arrivée s'il y avait eu un tribunal pour régler les soucis en amont et surtout en privé ? Est-ce qu'un leadership de qualité n'empêche justement pas d'avoir un vestiaire divisé entre plusieurs clans ? C'est mon débat pour vous. Selon vous, quels étaient les bons côtés et les avantages de ce tribunal de l'Undertaker ? Venez donner votre ressenti dans les commentaires, je suis bien curieux de savoir votre avis, et ce sera enrichissant de partager nos points de vue, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous avez passé un bon moment, merci de mettre un bon gros pouce bleu à cette série, et on se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos, et n'oubliez jamais qu'on est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.